Salam alaikum, bienvenue dans le deuxième module de cette formation, comprendre l'investissement dans les marchés financiers et l'approche de la finance islamique. Le premier cours, fonctionnement de la bourse et autres marchés financiers. Alors, on démarre de l'économie. C'est quoi? Nous allons définir l'économie. L'économie est une activité humaine de production, d'échange, de distribution et de consommation de biens et des services. De cette économie découle un marché. Et c'est quoi un marché? C'est un système d'échange où se rencontrent l'offre et la demande. L'offre, c'est-à-dire ce que les vendeurs proposent, la demande, ce que les acheteurs souhaitent acheter. Les marchés financiers, c'est un lieu où s'échangent les capitaux. Il réunit des agents qui ont des besoins de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les investisseurs. Les marchés financiers, donc, nous avons vu qu'il y a la partie bourse, c'est une institution privée ou publique, oui, elle peut être privée, la bourse, ou publique. Elle permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs, faciliter les échanges dans les conditions de sécurité. Elle est surveillée par un régulateur qui assure une neutralité de fonctionnement. Il y a aussi la finance participative. C'est un échange de fonds entre individus en dehors du circuit financier institutionnel afin de financer un projet via une plateforme en ligne. Nous avons aussi les produits bancaires et enfin les crypto-monnaies. La bourse, qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de la bourse? On retrouve les actions, les obligations, les devises, des produits dérivés, les ETF, etc. La bourse est le marché primaire. Alors, quand une entreprise veut être cotée en bourse, c'est-à-dire qu'elle va proposer aux actionnaires, proposer à des investisseurs de devenir actionnaires dans cette entreprise, elle doit passer par la bourse. Et la première fois qu'une entreprise est introduite sur une place boursière, on parle d'un marché primaire. Et à ce moment-là, la bourse qui va proposer à des investisseurs institutionnels ou particuliers comme vous à acheter des actions via la bourse de cette entreprise. Et au cours d'existence de cette entreprise, elle va délivrer ses bilans comptables, ses états financiers, et ça va être publié au niveau de la bourse. Et à ce moment-là, les investisseurs peuvent échanger ces titres, ces actions entre eux. Et ça se passe uniquement au niveau de la bourse, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. C'est-à-dire c'est un marché où il n'y a pas une introduction au niveau de la bourse, mais cette entreprise est déjà cotée en bourse et les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, continuent à s'échanger ce titre, à vendre et à acheter ce titre. C'est le marché secondaire. Donnons un exemple. Une entreprise qui veut régler un besoin au niveau de Paris, notamment le transport urbain, individuel et urbain. Elle pense qu'elle peut tester le marché en ayant quelques Twingo électriques avec des bornes électriques qui se chargent un peu partout et qui sont mis à la disposition des Parisiens pour qu'ils puissent louer ces voitures pour une journée par exemple. Alors, cette entreprise commence à réaliser une étude de marché et elle dit que pour les 6 Twingo de lancement, elle va faire une projection que la Twingo sera louée 20 € par jour
fois les 22 jours par mois, on ne compte pas tous les jours, et fois 3 mois. Donc ça nous fait une recette par chaque Twingo de 1320 euros. Par trimestre, cette entreprise a estimé qu'il y aurait 950 euros de charges et de taxes, qui fait qu'il y a par trimestre 370 euros de dividendes, c'est-à-dire un bénéfice par trimestre de 370 euros. Ce bénéfice, il sera reversé à chaque propriétaire de Twingo. Admettons que le prix d'achat d'une Twingo, en fait, cette Twingo qui est dans ce projet, elle coûte 10 000 euros. L'année d'après, elle coûte 10 700 euros. Et l'année d'après, 10 500 euros, et ainsi de suite. Quand on voit l'évolution du prix de la Twingo, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la bourse. La première fois, quand vous achetez votre part dans cette société, mais on va l'appeler que vous avez acheté une Twingo dans cette société, elle vous a coûté 10 000 euros. Mais l'année prochaine, si vous essayez de la vendre, pour un nouveau arrivant, il va la payer 10 700 euros. Et l'année d'après, 10 500 euros, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe dans le marché. Si vous allez vendre votre Twingo à un particulier, lui devient propriétaire de cette Twingo, et donc les 370 euros de dividendes, de bénéfices distribués, vont revenir à ce nouveau propriétaire. La bourse, c'est pratiquement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Remplacer la Twingo par une action d'une entreprise, remplacer les dividendes 370 euros par des dividendes qui sortent des bilans comptables, etc. Et c'est exactement ça. Le premier marché, quand cette entreprise a vendu ses premiers Twingo, était le marché primaire, et tout ce que vous avez vendu, vous, à un autre particulier ou à une autre entreprise qui rachète 2 ou 3 Twingo, est le marché secondaire. Résumons. Le marché primaire, les titres sont proposés pour la première fois. Le marché secondaire, les titres s'échangent entre les investisseurs. La variation des prix des titres dans le marché secondaire est en fonction de la courbe offre et demande. La performance de l'entreprise est ce qui va être réellement déterminant. Quand l'entreprise est bien gérée, qu'elle a de très bonnes performances, je veux devenir actionnaire de cette entreprise. Donc j'augmente la demande. Je veux acheter cette action dans cette entreprise. Je veux devenir actionnaire. Et en contrepartie, la personne qui détient ces actions, il ne veut pas les vendre. Il ne veut pas vendre ses actions parce que cette entreprise est bien gérée, parce qu'il reçoit ses dividendes d'une manière continuelle. Donc, il y a moins d'offres. Et quand la demande augmente et l'offre baisse, le prix du titre augmente. Et bien sûr, quand la performance de l'entreprise n'est pas bonne, parce qu'elle n'est pas bien gérée, parce qu'il y a une situation économique particulière, je ne veux pas forcément devenir actionnaire de cette entreprise. Et on dit que la demande est en baisse. Et en contrepartie, les gens qui ont déjà cette action dans leur portefeuille, ils veulent vendre ces actions. Donc il y a plus d'offres que de demandes. Et là, le prix du titre baisse. Pour la finance participative, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des projets qui sont réalisés via un business plan, c'est-à-dire une description détaillée du projet, où nous allons retrouver la nature, le coût du projet, le délai de réalisation, le rendement projeté, etc. Tout se fait sur Internet pour la finance participative. Via le réseau et la puissance des algorithmes et Internet, le montant et le rendement
et l'échéance sont déterminés sur une plateforme précise et les internautes, comme vous, comme moi, nous allons nous connecter sur cette plateforme et nous allons participer à cette finance. Nous allons participer à ce projet. Généralement, le projet est local. Généralement, il est sur une économie réelle et une dimension sociale. Les produits bancaires. L'épargne, c'est l'un des produits bancaires connus par tous. Et sur l'épargne, nous retrouvons deux catégories d'épargne. Des produits réglementés, par exemple en France, le livret de développement durable et solidaire, le livret A, le livret jeune, livret d'épargne populaire, le compte épargne logement, le plan d'épargne logement, etc. Et vous avez aussi des produits non réglementés. C'est les produits où votre banquier a le droit de commercialiser, mais sans pour autant qu'il y a le tampon que c'est réglementé par l'État. Notamment, c'est le compte livret bancaire ou le compte à terme. Dans les produits bancaires aussi, vous avez le financement. Ils financent aussi des projets pour des particuliers, notamment pour l'achat immobilier, achat de voitures, achat d'équipements de consommation, électroménager, etc. Et divers crédits à la consommation. Vous avez dans le marché des financements Cofidis, par exemple, qui appartient à un groupe Crédit Mutuel, CTLM qui appartient à BNP Paribas, Sofenco à Crédit Agricole, ainsi de suite. Et vous avez aussi les banques privées. Les banques privées, au fait, c'est les banques qui vont gérer les grosses fortunes. Et on ne parle pas là d'une épargne de 50 000 euros. C'est vraiment une gestion de fortune. Vous avez aussi le financement pour les professionnels et les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises, les PME et TPE. Achat d'équipements de production. Ils peuvent faire cette demande de financement aussi pour un achat d'un parc roulant, achat de stock matières premières ou besoin de fonds de roulement. Oui, bien sûr, pour couvrir divers besoins. Et enfin, vous avez les banques d'affaires. Les banques d'affaires, c'est pour les grands comptes. Les grands comptes, c'est-à-dire les très grandes entreprises quand ils demandent des financements. Le financement à tout prix. Dans le monde de la finance, les entreprises cherchent toujours un financement. Quel que soit le projet, quelle que soit la nature du projet, quel que soit le besoin réel de cet investissement, les entreprises cherchent tout le temps des financements. Donnons un exemple. Quand une entreprise demande un financement près d'une banque, la banque risque de refuser après étude du projet pour une raison, un refus pour manque d'apport. L'entreprise n'est pas apte, n'est pas capable d'avoir un apport personnel de son fonds propre pour financer une partie du projet. Cette entreprise va partir sur le marché de la finance participative. Elle va utiliser tout le mécanisme de la finance participative. Vous allez retrouver des internautes qui vont investir et puis leur argent ne va servir au fait que pour une récolte de fonds initial par l'entreprise. C'est-à-dire l'argent des internautes n'a pas servi à financer le projet, mais a servi à récolter le fonds initial pour que cette entreprise puisse refaire la demande de financement et obtenir un financement de la banque parce qu'elle a récolté le fonds initial. Cette mécanique s'appelle l'utilisation de la finance participative pour une levée de fonds. On verra plus tard dans les prochains cours pourquoi cette compréhension est très importante sur la finance participative. Les crypto-monnaies. Dans le mot crypto-monnaie, il y a crypto qui veut dire caché et la monnaie
un instrument de paiement. Caché, c'est des informations encodées et l'instrument de paiement, il doit être reconnu et accepté par les utilisateurs. L'information encodée est basée sur la puissance des algorithmes et la reconnaissance et l'acceptation des utilisateurs est basée sur la confiance. Prenons un exemple. La monnaie que vous avez, les billets de banque, les euros par exemple, ils sont virtuels à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire virtuel à 90%? C'est-à-dire qu'ils sont basés sur la confiance en la politique de l'Union européenne, mais on n'a que 10% de cette monnaie qui est imprimée. 90% de la monnaie de l'euro par exemple, ou même du dollar, il est virtuel, il n'est que numérique. La crypto-monnaie, par exemple les bitcoins, etc., ils sont virtuels à 100%. Les pièces que vous voyez en photo de bitcoin, etc., ce n'est que du graphisme, mais le bitcoin n'existe pas physiquement, il est virtuel à 100%. Et il est basé sur la confiance en la sécurité autour de la blockchain. La monnaie fiduciaire. La monnaie ou dite papier. Reprenons un petit cours d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, environ 800 participants représentant les 44 nations alliées, plus une délégation soviétique, qui ont débattu autour d'une structure monétaire internationale. Il y avait deux propositions. Une proposition d'une monnaie Bancor, qui devait s'appeler Bancor, avec deux critères. Basée sur la valeur de l'or, pacifier les relations économiques entre nations en évitant des déséquilibres importants des balances extérieures. Et il y avait bien sûr la proposition américaine qui dit que le dollar américain doit être la monnaie d'échange international. La solution retenue, on a un peu coupé la poire en deux, même si je pense que c'est même pas ça. Mais la solution retenue, c'est le dollar américain avec un rattachement nominal à l'or. Et création de 3 organisations internationales. La Banque mondiale, qui est basée à Washington, le Fonds monétaire international, le FMI, toujours basé à Washington, et l'Organisation mondiale du commerce. Il a fallu attendre plus de 50 ans pour que cette organisation voit le jour et elle est basée à Genève. Et on appelle ces accords les accords de Bretton Woods. En 1971, à l'époque de Nixon, et on a vu que le dollar était en relation directe avec l'or, il décide de ne plus relier le dollar à l'or. Je ne sais pas si vous voyez la chose, mais aujourd'hui, depuis 1971 à ce jour, le dollar n'est pas indexé à la valeur de l'or par une décision unilatérale des États-Unis d'Amérique. Et c'est quoi la conséquence? C'est que le monde entier commence à échanger, à faire du commerce international en utilisant la monnaie des États-Unis d'Amérique, le dollar américain. Donc, le vrai sujet, c'est que dans la crypto-monnaie, qui décide de quoi? C'est toute la question. Alors, le G20 qui va dire que la crypto-monnaie ne peut pas fonctionner parce qu'elle n'est pas reconnue par ces États, donc elle est basée sur une confiance, mais pas en confiance au niveau de l'État, parce que la confiance de l'État, c'est toute une mécanique politique, toute une mécanique qui va stabiliser un gouvernement. C'est eux qui décident quand et combien imprimer, quelle est la valeur de cette monnaie. Et vous avez de l'autre côté, ils appellent la crypto-monnaie comme crypto-actif. Ils ne veulent pas que ça soit appelé une monnaie. Ils acceptent que ça soit un actif qui sera échangé sur les places
financiers, mais ils ne veulent pas que ça soit appelé crypto-monnaie. Ils appellent ça les crypto-actifs. Et par contre, quand vous allez voir l'investissement au niveau des bitcoins notamment ou toute crypto-monnaie, c'est vraiment a été fait dans une logique anticonformiste. C'est-à-dire c'est l'anticonformisme par rapport à un système politique, par rapport à une puissance mondiale, par rapport à une capacité que des gens décident d'une valeur de la monnaie qui représente notre valeur de travail, par exemple, eh bien cet anticonformisme était là pour dire nous créons une monnaie que les États ne peuvent pas contrôler. Donc, dès que vous comprenez ça, vous comprenez que l'investissement dans la crypto-monnaie, c'est prendre un contresens de la volonté des États. Gardez cette idée en tête et on verra plus tard dans le prochain module comment approcher la crypto-monnaie avec la finance islamique.